Le meurtre de Sylvie Ngoyebel noircit les colonnes des journaux cette semaine. Selon le journal Au Drapeau, le fils de la victime est le principal suspect. Le crime aurait été précédé d'une violente dispute entre la défunte et le fruit de ses entrailles. Information confirmée par le journal La Météo qui souligne qu'après avoir tué sa grand-mère en 2023, Emmanuel Landry Yebel Batek va poursuivre son entreprise criminelle en ôtant cruellement la vie à sa génitrice. Interpellé cette semaine par les limiers du secrétaire d'État à la Défense, l'ancien étudiant de l'ENAM est passé aux aveux complets. Selon le quotidien Le Jour, les restes de la victime ont été découverts au quartier Étoile Meki à Yaoundé, en état de putréfaction. L'identification des 4 cimes s'imprime également dans les pages de la presse cette semaine. Le quotidien Mutation note que le ministre de l'administration territoriale donne 60 jours aux opérateurs de téléphonie mobile pour identifier leurs abonnés dans les régions en crise. Selon le journal Info Matin, l'ultimatum a été donné à Orange et MTN au cours d'une réunion présidée cette semaine par le ministre de l'administration territoriale. Pour Paula Tanganji, le laxisme de ces opérateurs de téléphonie mobile dans le processus d'identification permet aux terroristes d'utiliser les puces non identifiées pour demander des rançons. Également dans l'actualité cette semaine, la nomination de nouveaux responsables dans les universités d'État. Le quotidien Mutation rapporte que le président de la République, Paul Biya, a nommé des responsables au sein des universités de Bertois, de Yaoundé 1, de Yaoundé 2 et de Douala. À l'université de Bertois, c'est désormais le professeur Dieudonné Emmanuel Pekniem qui occupe le poste de recteur. Les portes de l'université de Yaoundé 2 s'ouvrent au professeur Richard Laurent Omba, qui remplace le professeur Adolphe Minkwase, nommé comme membre du Conseil constitutionnel. Le professeur Rémi Magloire Etoile est le nouveau recteur de l'université de Yaoundé 1. À l'université de Douala, le professeur Guillaume Ekambi Dibongue est nommé président du conseil d'administration. De nouveaux visages également sur le banc de touche des Lions indomptables. Le quotidien Cameroun Tribune présente à ses lecteurs l'ouverture de l'ère Marc Brice, le tacticien belge et son staff, nommé le 2 avril dernier, ont officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Molekombi. Le contrat de Marc Brice court sur 2 ans et demi renouvelables, avec à court terme l'objectif de qualifier l'équipe nationale de football du Cameroun pour la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025. Selon le quotidien Mutation, la signature de ce contrat n'enchante pas le président de la FECAFOOT. La crise, née de la désignation du nouveau staff technique des Lions indomptables, prend des proportions alarmantes entre Samuel Eto'o et Nassis Molekombi. Pour le journal Confidentiel, le football camerounais est dans la tourmente. Jusqu'où ira le bras de fer? S'interroge la publication. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord de cette édition de Scène de Presse, édition de ce dimanche 14 avril 2024. Une édition consacrée au désordre urbain, assimilé à une hydre d'eau douce, un mal qui se renouvelle en dépit des efforts faits pour l'éradiquer. Nous en parlons en nous appuyant sur la mesure prise par le préfet du Mfundi le 4 avril dernier. En effet, Manuel Ndjikden a ordonné la fermeture de 42 débits de boissons à Yaoundé. Cela pour tordre le cou au désordre urbain et toutes ses formes de manifestations, notamment le tapage nocturne, les agressions, les nuisances sonores dues à la fermeture tardive des débits de boissons, le non-respect des feux de circulation et sens interdits, l'utilisation inappropriée des espaces aménagés pour arrêt taxi aux heures de pointe, l'accès des motos-taxis au centre-ville, l'occupation anarchique de la chaussée par des commerçants. Scène de Presse met ce soir en débat la question du désordre urbain qui se pose dans toutes les grandes villes du Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème? Qui en est responsable? Quelles solutions efficaces apporter à ce fait constaté susceptible d'études scientifiques? Comment briser les résistances? Pour en parler, la CRTV a invité ce soir Dr Pulchéri Amougui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. Merci infiniment. Nous sommes ravis parce que vous êtes arrivé, Madame le doyen. Merci. Je rappelle que vous êtes juriste, enseignant, doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est pour cela. Voilà. En face de vous, c'est Séraphin Ndjikam. Bonsoir. Bonsoir, Séverin. Merci d'être là également. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Effectivement. Voilà. On va partager avec vous l'expérience de terrain tout à l'heure. Vous êtes journaliste à la CRTV Radio, le poste national précisément. Tout à côté de vous, Thierry Djoussi, bonsoir. Bonsoir Séverin Alengambélé et bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV. Vous êtes journaliste au groupe La Météo, La Météo qui a donc Info Matin, Info TV et La Météo même. Vous êtes président de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement en abrégé AJAD. Je finis par Valérie Tende. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Séverin Aligambédé. Très connu, parce que c'est le grand défenseur des débits de boissons. Il est président du conseil d'administration de NPTV Média, coordonnateur national du Sénadebocam, c'est le syndicat des exploitants des débits de boissons du Cameroun. Je suppose que j'ai dit la vérité. La synergie nationale des exploitants des débits de boissons du Cameroun. Voilà. Alors ce sujet, il vous concerne. Bon. 42 débits de boissons fermés, c'est quand même... Monsieur Mbédé, c'est 42 plus 13, 55 débits de boissons. Ça a évolué. Tout à fait. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison, mesdames, messieurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on revienne sur l'un des sujets phares de l'actualité de la semaine. Il s'agit du football et des Lions indomptables. On a procédé à l'installation du nouvel encadrement technique des Lions indomptables et le sujet a fait des gorges chaudes, surtout du côté des journalistes. Thierry, vous en avez parlé? Bien évidemment, puisque je suis un ouvrier de l'actualité, comme tous les journalistes, bien évidemment. Et je salue d'ailleurs tous les journalistes qui regardent cette émission. Oui, nous avons traité cette actualité et les Camerounais sont au courant qu'ils ont un nouveau coach. Les Camerounais, fans de football comme nous savons, sont également au courant que le président de l'Africa Foot n'est pas d'accord avec l'arrivée de ce coach et qu'il estime que ses prérogatives ont été piétinées. Alors, faut-il passer à autre chose? Bon, je crois que... C'est acté, non? L'installation a déjà eu lieu, c'est quand même le ministre... Il faut dire que nous sommes dans une république. Il y a les lois. Et vous savez, la force des sociétés, ce sont les lois, en vérité. Lorsque les lois sont violées, une société faible. Et là, je voudrais m'appuyer sur le discours du chef de l'État. C'était le 10 février 2024 à la jeunesse. Et il avait parlé à ces jeunes de se réapproprier les valeurs civiques et morales qui sont le socle de la vie en société. Et parmi ceux qui font ces valeurs, le chef de l'État l'a dit dans ce discours. Je ne voudrais pas qu'on revienne sur cette polémique. Marc Brice a été installé avec son équipe. Et donc, maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est peut-être qu'il y aura un contentieux. Bon, ça peut arriver. Ce qu'on veut savoir, c'est ces chantiers à venir. Vous voyez, il doit s'attaquer à quoi concrètement? Ces chantiers-là sont importants, c'est vrai. Il y a déjà les qualifications pour la Coupe du Monde de 2026. Il y a le match contre le Cap-Vert et l'autre rencontre contre l'Angola. On va juger le maçon au pied du mur. Le nouvel entraîneur est là, le technicien belge est là. Il va falloir qu'il travaille, assainir d'abord l'environnement des Lions indomptables avec notre participation un peu mitigée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On en attendait plus des Lions indomptables, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir la cohésion nécessaire pour pouvoir avoir une prestation honorable à cette compétition-là. Donc nous espérons qu'il va d'abord assainir l'environnement des Lions indomptables et que certains joueurs qu'on avait voulu voir, qu'on avait voulu véritablement voir à l'œuvre en Côte d'Ivoire vont revenir dans la tanière et que les Lions vont renouer avec des victoires. Valérie, ça bavardait beaucoup dans les débits de boissons. Toute la semaine dernière, tout le monde était entraîneur, tout le monde avait son opinion, on pouvait dire quelque chose sur le MINSEP, sur l'Africa Foot. On passe dessus, on s'est dit, le travail doit commencer pour le nouvel encadrement technique. Effectivement, c'est ce qui est dit au bar. Vous savez, après vos micros, l'espace aménagé sur lequel les Camerounais débattent le plus souvent, c'est dans les bars. Parce que le bar, c'est un milieu cosmopolite. Et puis, lorsque je fais l'analyse de ce qui est souvent dit, l'équipe sortante n'était pas très appréciée et les gens avaient besoin d'un sang nouveau. Parce qu'il y avait trop de problèmes dans cette équipe-là et on parlait trop d'ingérence de certains responsables de la fédération. Maintenant, il y a quelqu'un qui arrive, on va essayer de voir ce qu'il va faire. On ne peut pas encore juger Brice, alors qu'il n'a pas commencé le travail. Quoi qu'on dise, il est arrivé par le même mécanisme que son prédécesseur. Alors qu'est-ce que vous attendez de lui? Des victoires, une amélioration de l'équipe. Comme il a dit tantôt, un assainissement de l'équipe. Parce qu'il y avait trop d'interférences.
on apprend qu'il y a la querelle entre le joueur et tel et tel. Il fallait un peu que ça se dilue. Il y a même la qualité du jeu. Il y a même la qualité du jeu. Parce qu'il vous allez nous obliger à entrer dans le débat alors que ce n'était même pas à l'ordre du jour. Parce que ça nourrit Merci beaucoup Valérie, d'inspiration. vous avez très bien compris qu'il fallait juste avoir votre opinion là-dessus. Alors, Madame Doyen, je rappelle que vous êtes docteur en droit privé et pendant ces débats, on a bien entendu les juristes, argument contre argument, beaucoup de latin dans les développements des juristes, les lex, ça a suivi, parfois on était perdu. Vous vous êtes approprié ces débats, vous vous dites... ça va avancer ou bien on est resté sur place? Alors, merci de me permettre de parler du football, même comme ce n'est pas une passion première pour moi, mais en tant que Camerounaise, je suis toujours très heureuse de voir notre équipe gagner. Je suis très heureuse de voir tous les efforts que l'État camerounais ainsi que la Fédération camerounaise de football peuvent faire pour qu'on ait enfin une équipe. Je pense qu'il y a un premier problème. C'est celui d'une équipe. Il faut que cette équipe fasse foule. Il faut qu'on ait véritablement une équipe. Que ce ne soit pas une équipe d'individualité, parce que je ne suis pas imprégné de football. Mais je constate que c'est à l'approche de grandes réunions ou de grands matchs que nous reconstituons une équipe. Donc ce sont des équipes d'individualité, une équipe qui ne fait pas foule, une équipe qui ne fait pas groupe, une équipe qui ne fait pas sens, sans être du domaine. En ce qui concerne la nomination du nouvel entraîneur, je n'ai pas tous les textes à l'esprit. C'est vrai qu'il faut s'appuyer sur la loi, rien que la loi. C'est vrai que nous sommes dans un état de droit et c'est pour cela qu'il faut partir des textes. Textes que nous n'avons pas tous ici et je ne peux pas m'avancer. Mais il m'a semblé qu'il y avait une articulation entre les pouvoirs de la FECAFOOT et les pouvoirs de l'État, c'est-à-dire les pouvoirs du gouvernement. La FECAFOOT avait la possibilité de désigner un entraîneur, ce que l'on a fait en d'autres temps avec d'autres entraîneurs, mais il m'a semblé que l'une ou l'autre fois, l'État a pris les devants pour proposer. Alors, et le fait de proposer, est-ce que cela est légal? Voilà ici la question. Est-ce que l'État a le droit de nommer, le gouvernement, pardon, a le droit de nommer un entraîneur? C'est la bonne question. Et s'il a ce droit-là, je pense qu'il y aura donc un concours de compétences. Si la FECAFOOT n'arrive pas, je ne sais pas si c'était la raison, n'arrive pas à nommer une personne, à désigner une personne qui donne entière satisfaction, je pense que, puisque les deux, il me semble, d'après les textes que j'ai lus rapidement, donc j'ai bien peur d'entrer dans les détails. Et si la FECAFOOT et l'État peuvent concourir à la nomination d'un entraîneur, je pense que l'un peut le faire comme l'autre pourrait le faire, avec évidemment le respect de certaines conditions pour la mise en œuvre de ces compétences concurrentes. Alors, cela dit, le football se portera peut-être mieux dans les jours à venir avec ces nouveaux encadrements techniques, mais je signale ici, et c'est pour le partager avec vous, le cri de détresse de la Fédération camerounaise de handball. Par un communiqué signé du président de la FECAHAN, Abba Oumaté, nous avons appris que l'équipe nationale de handball du Cameroun ne pourra pas participer au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques 2024 à Hongrie. Décision prise malgré tous les efforts déployés par l'État du Cameroun et la FECAHAN pour assurer une participation honorable à ce tournoi. Comme le dit le directeur de publication du quotidien Mutation, pour une histoire de visa, la sélection nationale de handball a loupé une occasion de visibilité et une ligne de palmarès. Venons-en à présent au sujet à l'ordre du jour, celui qui nous intéresse. Je crois que tout le monde est prêt à en parler. Cameroun Tribune parle de l'urgence d'assainir dans son édition de vendredi. Simplement dit, cette publication nous apprend qu'une campagne d'inspection de stations-service, des usines, des restaurants a été lancée dans la région du centre, à l'effet de s'assurer que les promoteurs des établissements classés ont pris des dispositions
pour minimiser les risques, protéger la population et l'environnement. Mais bien avant cela, le préfet du département d'Infouni, région du Centre toujours, a présidé le 3 avril 2024 la première réunion trimestrielle du comité de discipline et du bon ordre urbain à Yaoundé. Et le 4 avril, 42 débits de boissons ont été fermés. Et le président nous disait tout à l'heure qu'il y a eu 13 autres en plus. Une mesure prise par le préfet pour mettre fin au désordre urbain. Il était présent les autorités administratives municipales et les responsables des forces de maintien de l'ordre. Il y avait aussi les présidents de syndicats ou d'associations des secteurs de transport urbain, les tenanciers des débits de boissons et d'établissements de loisirs et les vendeurs à la sauvette. Alors, à regarder bien cette question du désordre urbain, on a l'impression que c'est un tout. Qu'est-ce qu'on met finalement dans le désordre urbain, dans le sens du juriste que vous êtes, dans le sens de l'interprétation que vous avez comme journaliste, comme président du syndicat? D'accord. Bien. Je vais me risquer à vous dire à peu près ce que je pense du désordre urbain. Le désordre urbain est un ensemble de dysfonctionnements dans la pratique de la ville, dans le vécu de la ville. Et aussi bien dans la pratique de la ville que dans le vécu de la ville, nous constaterons que ces désordres se déclinent sous plusieurs formes. Nous avons tout d'abord un désordre architectural. C'est une agression de l'œil quand on voit comment nos maisons, nos immeubles sont construits et surtout comment ils sont positionnés dans toute la ville. Donc on peut voir une certaine laideur physique comme cela, malgré parfois la beauté des maisons, des immeubles individuellement. On se demande très bien s'il y a derrière, ou devant plutôt, un contrôle. Il me souvient quand j'étais toute jeune, mes parents construisant beaucoup d'immeubles à l'époque, ils allaient, je pense, à la mairie, obtenir une autorisation. Et ce qu'ils appellent aujourd'hui permis de bâtir. Un permis de bâtir, et dans le dossier de ce permis de bâtir, il y avait le projet de l'immeuble qu'on voulait construire. Et cet immeuble devait être en conformité avec les règles d'urbanisme de l'époque. Donc quand vous voyez tous les vieux quartiers de Yaoundé, il y avait un certain ordonnancement autour sur les abords de la route, on pouvait le voir. Vous avez un désordre dans la pratique de la ville, le vécu de la ville, les marchés, qui sont créés à temps et à contre-temps, qui vivent 24 heures sur 24. Vous avez des ouvertures intempestives des bars et autres débits de boissons. Nous avons ensuite des nuisances olfactives où vous avez des poubelles à ciel ouvert, des déchets partout. On ne sait plus très bien, pour le cas de Yaoundé, ce qu'est devenu notre ville. Il est loin le temps où Yaoundé, par exemple, était une ville paisible, une ville belle, une ville avec des arbres partout. Cela nous manque. Et il y a toute cette variété de désordres que nous ne pouvons pas entièrement évoquer. Et pourquoi, ici, dans cette énumération, on a le sentiment, je peux me tromper, vous allez me pardonner, on a le sentiment que beaucoup plus les débits de boissons sont indexés. On a fermé 42 plus 13, ça fait beaucoup. Nous avons dans des quartiers les églises de réveil. Nous avons dans les rues certains jeunes qui se baladent avec des supports, des baffles. Nous avons Bob François, nous avons un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses qui posent assez de nuisances. Mais on ne se limite qu'au débit de boisson. Parce qu'on dit, le motif de fermeture, on dit fermeture tardive, nuisance sonore, défaut de licence, et que sais-je encore. Or, si vous avez remarqué, ces fermetures se font 2 à 3 fois l'an. Et on a l'impression que c'est du remake. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, ça ne change pas grand-chose. Justement parce que le problème, ce n'est pas le bar. Parce que si ça avait été le bar, vous investissez, je prends comme ça, 10 à 15 millions pour créer une PME. Vous handicapez à 3 semaines. Le manque à gagner est terrible. Donc moi, ayant fait une analyse froide,
je me suis rendu compte que parfois, ceux qui renseignent, en ce qui concerne le domaine du bar, ceux qui renseignent l'autorité administrative ne le font pas véritablement. Je crois qu'ils font des fiches. Comme d'habitude, on sait que quand il y a une nuisance, c'est le bar, ils listent sans même se rassurer de ce que ce soit effectif. Nous-mêmes, en tant que citoyens, je crois que nous faisons régulièrement des dénonciations. Moi, je suis par exemple dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. On lui dit Cançonnet-les-Sauces, à un moment donné, on l'appelait communément la rue de la Joie. Là-bas, il y a une addition de nuisances sonores, c'est-à-dire que les bars, c'est un désordre fou dans la nuit lorsque vous êtes habitant de ce quartier-là. Généralement, les tenanciers de ces débits de boissons, ils vous disent que non, nos clients réclament ici de la musique. Parfois, lorsque vous partez de votre maison, lorsque vous interviewez même les gens, dans le cadre du reportage que nous avons eu à produire, les gens n'ont même pas conscience du mal qu'ils font à la société. Que ce soit les consommateurs, que ce soit les tenanciers de ces débits de boissons. Nous sommes dans une sorte de normalité globale où on évolue en marge de la loi, mais tout le monde fait un peu comme si nous étions dans la légalité. Vivre en ville, ça demande beaucoup de préalables. Il y a des gens qui sont dans un lieu donné et quand le téléphone sonne, ils décrochent, ils se mettent à parler à haute voix. Produisent une nuisance sonore. Aujourd'hui, vous voyez comment les rues sont envahies. À la petite occasion, parfois c'est lors des veillées. Tout se passe sur la rue. Et il est allé justement où je voulais. Il est allé où? À Essos, à Yaoundé 5. Dans un espace aménagé à la cause. Il a bien dit rue de la Joie. Si vous allez aménager à la mini-ferme, vous savez qu'à la mini-ferme, partant de Total Mélène jusqu'à cette colline, il n'y a que la rue des bars. Et si moi je suis né à mini-ferme? Vous êtes né à mini-ferme. C'est-à-dire que c'est l'environnement secret après moi. Moi je suis né là, c'est mon village, qu'est-ce que je fais? On crée maintenant désormais les bars, on crée ces bars à proximité de nos Permettez-moi, ce n'est pas nous les promoteurs qui créons les bars. Vous connaissez quelles sont les conditions pour un bar? C'est l'autorité administrative qui délivre le précieux sésame. Donc ne commencez pas... Il y a ceux qui exercent en toute illégalité. Ne dites pas que l'autorité administrative délivre alors qu'on sait très bien qu'il y a certains qui s'installent de façon frauduleuse. Quand vous dites ils sont combien, c'est un échantillon de combien? Si on vous dit tel nombre de bars ont été fermés, c'est ceux identifiables. On a choisi que dans les endroits où on a l'habitude de faire la fête. Je voudrais qu'on revienne sur un type d'éléments qui entrent dans le grand chapitre des désordres urbains, à savoir les nuisances sonores. Je pense que vous faites bien d'insister sur les nuisances sonores. Nous supportons aisément les nuisances architecturales parce que je dois dire qu'on n'a pas les moyens. Les uns et les autres ont pu obtenir l'autorisation de construire. On les subit, ces nuisances architecturales, sans trop de risques directs sur les victimes des nuisances. Parce que le bruit, ma foi, le bruit, c'est vrai que la vie naît du son, du bruit, ainsi de suite. Vous avez traditionnellement deux catégories de difficultés. La première difficulté ou la première atteinte, c'est une atteinte auditive. Vous savez qu'avec le bruit, plus on est familiarisé au bruit, plus on est soumis au bruit, on peut perdre l'ouïe. À défaut de la perdre, on va perdre son acuité auditive. Vous perdez en qualité de vie parce que vous subissez le bruit au quotidien. Vous avez les maladies cardiovasculaires que cause le bruit systématiquement. Pour les enfants, c'est la perte de concentration et même pour nous, adultes, la perte de concentration, l'incapacité ou la difficulté à pouvoir travailler tranquillement chez soi, l'incapacité même à pouvoir discuter en famille parce qu'il y a un bar à 2 pas. Nous subissons cela. Je suis né dans un quartier particulier, je pense que c'est le meilleur quartier de la ville, depuis peu, c'est Mvokatandambala, voyez-vous, non loin de Kami Toyota. Et vous savez ce qu'est devenu ce quartier-là. Ce n'est pas pour vouloir stigmatiser mon quartier d'enfance. Vous savez tout ce qu'est devenu ce quartier-là. Vous avez des bars pratiquement à tous les 5 ou 10 mètres. Vous avez beaucoup de bars. Il n'y a pas que les bars, et je serai d'accord avec lui. Vous avez des réparateurs de groupes électrogènes. Vous avez des discothèques, des réparateurs de motos.
des tronçonneuses, ainsi de suite, on est enveloppé, nous vivons dans un bruit assourdissant au quotidien. Il ne s'agit même plus d'un désordre. C'est une jungle. Nous sommes en pleine jungle urbaine. Il y a des églises qui ne pensent qu'il faut prier que dans la nuit, comme si Dieu, lui, n'était à l'écoute que dans la nuit. Or, il faut, par un moment donné, en priant, en pensant que le voisin à côté peut avoir un malade chez lui. Il peut être malade ou il a besoin de repos après une journée de travail. Or, maintenant, comment ces choses-là sont réglées? On va parler de la réglementation tout à l'heure. Je voudrais partager avec vous le regard de Bogar Ovono Nogo-Ndongo et lui, Bernard Chikwa. Ils ont mené une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue canadienne de géographie tropicale sous le titre « Incivisme des populations, laxisme des pouvoirs publics et désordre urbain dans la ville de Yagua ». C'est dans l'extrême nord. Alors dans cette étude, les auteurs estiment que la notion de désordre urbain peut aussi porter sur une incapacité à penser l'évolution du phénomène urbain à cause de sa complexité. Aussi, le concept de désordre serait alors une formule confortable pour désigner un ensemble de phénomènes nouveaux qui échappent à notre entendement ou du moins difficiles à être conceptualisés. Pour tout dire, on a l'impression qu'on court derrière l'urbanisation, on ne pense pas à l'urbanisation et nous avons aujourd'hui les conséquences du désordre urbain. Effectivement, c'est un problème de planification. Je crois qu'à un moment donné, le boom démographique auquel on assiste dans nos grandes villes a un peu surpris tout le monde. Parce qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas cet étouffement que l'on peut constater par exemple à la poste centrale de Yaoundé. Les bouchons aujourd'hui, c'est presque dans tous les quartiers de la ville, dans tous les 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. Il y a eu aussi les infrastructures qui n'ont pas suivi. Il y a aussi cette sorte d'impunité, de laisser aller qu'il faut rapidement dénoncer et dire qu'il est temps, comme monsieur le préfet l'a dit, de passer à la répression parce que je ne sais pas si les syndicats font véritablement leur travail. Ça, c'est encore à revoir. Permettez-moi, je le dis pourquoi. Écoutez-moi un peu. Vous avez pris le cas de Yaoundé 5 et du Cansonel. Vous connaissez, il y a une très grosse église dans la rue du Cansonel qui a des baffles à ma taille. Vous connaissez bien cette église-là? Est-ce que l'église a été déjà inquiétée un jour? Maintenant, en ce qui concerne les débits de boissons, les débits de boissons évoluent par catégorie. Donc, il y a ce que vous appelez les snacks. Ce n'est pas de la compétence du préfet ou du sous-préfet. Pour avoir un établissement qui aura la dénomination de snack, il faut avoir une autorisation du ministre du Tourisme et des Loisirs. Et ceci assorti de beaucoup de conditions. Il faut un espace parking de 7 véhicules. Il faut que la salle soit entièrement insonorisée. Ce qui n'est pas souvent le cas. Je dis bien entièrement insonorisée. Ailleurs, lorsqu'on vient, on se rend aisément compte que vous avez posé un baffle à l'extérieur qui a des effets de nuisance. On enlève simplement l'objet qui fait nuisance. Par exemple... Sans fermer le bar. Mais de plus en plus, depuis 5 ans, nous emmenons les gens vers le formel. C'est-à-dire qu'ils partent du statut de bar à snack, avec des aménagements. Mais sauf que la difficulté qu'on a lorsqu'on amène les gens à grandir, c'est que les autorités administratives ne font pas la différence entre un bar et un snack. En ce qui concerne le précieux sésame, vous allez aménager une maison, vous allez investir une trentaine, il y a beaucoup qui vont à plus de 100 millions. Comme ça, sur l'humeur d'un Nefomou. Force de maintien de l'ordre. Oui. Il vient, il fait un rapport et puis le lendemain, vous êtes fermé. Or, pour ce faire, on ne devait pas agir de manière unilatérale. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. C'est-à-dire laquelle? La question était de savoir, est-ce que le problème de nuisance sonore, qui est un élément du désordre urbain, est-ce que cette question-là n'est pas liée au fait que nous ne pensons pas d'abord l'urbanisation, nous courons derrière l'urbanisation et donc nous sommes obligés de vivre ce que nous vivons. Professeur. Alors, je pense que je voudrais d'abord dire à monsieur Valérie
qu'il s'agit d'abord de reconnaître qu'il y a une nuisance, peu importe l'origine de la nuisance. Nous subissons, et vous également, nous subissons le bruit. Nous subissons tous cette nuisance-là. Que vous ayez une autorisation, et il faut donc se demander si l'autorisation est une cause exonératoire de responsabilité. Est-ce que parce que vous avez une exonération, vous avez une immunité? C'est une autre question qu'on devrait pouvoir se poser. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je sais que vous ne l'avez pas dit. Je développe juste. Et pour la plupart des temps, il faudrait que vous sachiez qu'on peut être promoteur et consommateur. Aussi, bien sûr, victime des nuisances-là. Voilà. Donc quelqu'un ne peut pas poser un acte qui va l'embêter. Mais puisque vous voulez préserver les emplois... Vous faites, on a l'impression que ceux qui ont ces points de vente-là ne sont pas eux aussi les consommateurs. Oui, alors... Ce n'est pas l'eau qui a rougi mes lèvres. D'accord. Bien, monsieur. C'est juste pour revenir à l'essentiel de la question ou de la problématique. Nous subissons le bruit. Que j'en sois à l'origine ou pas, c'est-à-dire promoteur ou promotrice d'un bar, je subis ce bruit-là. Monsieur Allega nous demande pourquoi et comment. C'est vrai qu'il se pose la question du droit à la ville. Est-ce que tout le monde a droit à la ville? Et si la réponse est positive, et affirmative et positive, c'est de savoir comment ensuite nous allons vivre cette ville-là. Or, on nous a laissé libres, nous nous installons partout où nous voulons. C'est le bienfait ou les bienfaits de ce pays. Il y a bien longtemps, pour venir à Yaoundé, ou pour entrer à Douala, il fallait un laissez-passer. Il y avait des conditions pour accéder à la ville. Aujourd'hui, tout a été ouvert, et tant mieux. Mais simplement, on n'a pas accompagné... Je ne pense pas que cela est lié à l'ouverture. Non, c'est deux choses. Il faut nuancer. Non, il faut décrire les réalités telles qu'elles sont. Oui. Aujourd'hui, de quoi souffrent nos villes? De la surpopulation. Bien sûr, c'est parce que tout le monde peut venir. Qui entraîne toutes les conséquences que vous décrivez si bien. Ce n'est pas parce que tout le monde peut venir en ville. Oui. C'est parce que des gens où ils se trouvent, parfois dans les campagnes, n'ont pas les moyens de quoi vivre. Nous sommes d'accord. Et viennent donc en ville chercher la vie. Se chercher. Oui, chercher la vie. Donc c'est parfois même un... Et ils viennent avec les camisoles du monde rural en ville. Ce sont parfois des départs involontaires. Vous avez un peu regardé un peu la physionomie de nos villes. Je suis parfait. Allez dans le centre-ville. Si on ne les laissait pas venir, ils mourraient de faim puisqu'ils viennent à Yaoundé ou à Douala pour chercher un mieux-être. Et c'est pour ça que je dis tant mieux. D'ailleurs, on a ouvert. Mais simplement, nous n'avons pas les moyens, on n'a pas prévu les moyens d'accompagnement. Et ces moyens d'accompagnement font défaut. Ça passe par la construction, c'est penser la ville. Il faut d'abord penser une ville. Même comme on nous laisse venir n'importe comment, nos villes ne sont pas pensées. Regardez l'étalement. Yaoundé va d'où à où? Qu'est-ce que c'est que cette ville qui, chaque année, ne fait que grandir? On peut trouver mille et une raisons, hein. Mais il y a là un problème. Comment contenir cette ville? Yaoundé va déjà presque jusqu'à Obala. Et on ne contrôle pas beaucoup la périphérie. Ou de l'autre côté, ajouter professeur, que ce n'est pas parce qu'il y a des barrières que les gens ne passent pas. Vous voyez un peu l'exemple avec l'Union européenne qui investit beaucoup de milliards pour empêcher que la masse de désœuvrés africaines n'arrive chez elle. Mais il y en a qui réussissent toujours à passer. Je vous dirais que s'ils ne faisaient rien, en vérité, on y serait plus nombreux. Voyez-vous, le problème n'est pas là. Je pense que le problème n'est pas là. S'ils ne le faisaient pas, on serait plus nombreux dans leur pays. On est déjà très nombreux. Non. Alors, tant qu'on le souhaiterait. Envisager de nouvelles villes. À Yaoundé, ou à Douala, ou à Bafoussam, ou à Bamenda, ou même à Garoua, le problème est le même. C'est-à-dire que Yaoundé, nos grandes villes, accueillent de nouveaux venus. Nos grandes villes accueillent ces nouveaux venus sans les moyens d'accompagnement. Je pense que tout part de là. Oui. Et je ne voudrais même pas dire que ces gens vivent comme au village. Parce que dans les villages, on est au calme. Voyez-vous. Ils ont peut-être d'autres pratiques d'occuper la ville, mais fondamentalement, ce ne sont pas des villageois qui font des bruits. C'est la vie urbaine qui génère le bruit. Les véhicules, les bars, les églises, les motos. Bref, le simple fait
de vivre en bordure des rues. Les commerçants. Nous vivons dans un encombrement humain. Un encombrement humain. Tout à fait. Un encombrement humain. Et nous organisons nous-mêmes ce désordre-là pour des besoins, s'il faut aller dans votre sens, pour des besoins de survie. Alors, dites-moi, quel est le regard que vous posez sur l'acte du préfet d'Umfundi? Ce qui a été quand même frappant, c'est que les autres acteurs ont été associés à la discussion. Et l'autorité administrative, à cette occasion, a prononcé quand même un mot fort, la répression. Il a dit là, est-ce que c'est suffisant on passe à la répression. pour qu'on mette fin à ces phénomènes? Oui, on le dit tous que la peur du gendarme est le début du commencement. Et je crois qu'à cette réunion-là, le maire de la ville a dit qu'il y a près de 2000 motos saisies et qui sont en forêt. 2000 motos, c'est énorme comme chiffre. Mais quand on circule dans le centre urbain, on n'a pas l'impression que cette sanction-là parle aux auteurs de désordre urbain en ce qui concerne les zones d'activité pour moto. Il faut répondre à ma question. Est-ce que le préfet d'Umfundi pourra réussir dans cette action qu'il a engagée? Bon, moi je vais dire qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Le préfet a la volonté. Il a la volonté d'assainir. Mais maintenant, est-ce que le préfet, lui, ne sera pas freiné dans son action par la conjoncture du moment? Je me meurs d'envie de rire. Pourquoi? Parce que de toute l'analyse faite ici, on se rend aisément compte que ceux qui ont été sanctionnés ne sont que les débits de boissons. Déjà, vous avez assisté à la dite réunion. Bon, alors, le professeur parlait, s'il vous plaît, le professeur parlait de nuisances olfactives, que nous avons des poubelles qui entourent notre ville. Vous voulez qu'on sanctionne qui? Le maire de la ville. Si vous allez au marché de Mendon, entre le marché de Mendon et le cancer de Mendon, il n'y a plus de route. Mais ce n'est pas le maire de la ville si vous allez, c'est pas le maire de la ville qui met ses poubelles là. Ils ont les moyens pour nous mettre à l'aise, pour dégager ces ordures-là. Si vous allez ici, à Eligefa, à l'entrée des Camouateurs, il n'y a plus moyen d'entrer. Si les gens viennent jeter la poubelle quelque part, c'est parce que là-bas, il y a eu quand même un bac à ordures. S'il est advenu que ce bac ait disparu, ce n'est pas la faute du riverain. Il sait qu'il a par habitude de jeter la poubelle à cet endroit-là. Lorsque j'ai fini de dire ça, je reviens même dans l'affaire de débit de boisson. C'est très bien de dire qu'on ferme les bars. Hein? Le secteur brassicole, en termes d'impôts, vous savez combien ça génère? Le secteur de débit de boisson, la filière, c'est 650 milliards d'impôts dus. Ce n'est pas parce qu'il y a tout cela que nous devons subir ces nuisances. Ce n'est pas parce que vous avez payé, vous avez donné les impôts. Encore que tout ne se paye pas. Il y a quand même une dimension morale dans cette affaire. Nous allons entrer dans la dimension morale. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en 5 ans, nous avons assaini à 70% le milieu. Déjà, le prophète Chila, il fermait perd son âme, 120 bars, sans état d'âme. On a demandé au préfet de nous donner la possibilité, en tant qu'association, d'assainir le milieu. Professeur, est-ce que vous voyez cette action porter des fruits, l'action du préfet? Alors, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si dans 2 ans, dans 3 ans, les décisions que prend aujourd'hui le préfet vont prospérer. Mais je me dis qu'il est dans son rôle, parce qu'il y a un texte de loi qui lui donne qualité pour asseoir, pour maintenir l'ordre ici au Cameroun. Donc il est dans son rôle et il doit veiller à ce que les citoyens camerounais, si c'est pour des problèmes de nuisance, que les citoyens camerounais puissent vivre dans la quiétude. Si c'est pour des problèmes de nuisance olfactive, on doit pouvoir, ou d'encombrement urbain, il doit pouvoir prendre les moyens, les mesures nécessaires pour cet ordre, pour le maintien de l'ordre, tout simplement. Il est dans son rôle. Maintenant, est-ce qu'on ne se réveille pas trop tard? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par l'éducation des populations? Parce qu'il y a de cela aussi. Comment on va les éduquer? Mystère et boule de gomme, mais je pense que c'est d'abord la première des choses. Viendra ensuite la sanction, parce qu'il faut nécessairement sanctionner. On ne peut pas vouloir tenir un pays, on ne peut pas vouloir tenir ou maintenir l'ordre sans pouvoir
sanctionner. Le désordre est compris, et nous l'avons dit au début de cette émission, comme un dysfonctionnement social lié à un manque de qualité urbaine et de lisibilité de l'espace, en particulier dans les secteurs de banlieue. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes qui se sont ajoutés, par exemple celui de l'étalement urbain, que d'aucuns qualifient d'émiettement urbain qui allonge les distances, non seulement entre le domicile et le lieu d'emploi, mais aussi avec toutes les autres destinations de services, y compris du quotidien, ce qui complexifie davantage les chaînes de déplacement et augmente les nuisances induites par l'automobile, par exemple, et bien d'autres sources. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une loi, la loi du 5 août 1996, portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement, qui n'est pas totalement appliquée dans toute sa rigueur. L'article 60 et ses alinéas traitant des nuisances sonores et olfactives indiquent bien que sont interdites les émissions de bruit et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Ça, c'est l'article 60 qui le dit. À qui la faute? Le désordre urbain. C'est la tolérance administrative. Dites-vous que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. Il y a un arsenal juridique. Moi, je vis à Yaoundé, donc je vais parler de ce que je vois à Yaoundé. Il y a des bars qui, au cours d'une année, sont scellés pour nuisance sonore au moins 3 fois. Ces bars ouvrent, commettent de la nuisance sonore, sont à nouveau scellés, ouvrent, commettent de la nuisance sonore et sont à nouveau scellés. Donc, on a le phénomène de bars récidivistes. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je prends ici le cas maintenant des motos qui savent bien, parce que je crois qu'il ne faudrait pas insulter l'intelligence de ceux qui sont sur ces motos. Il y en a même qui ont des niveaux académiques très élevés. Nous savons tous ce que c'est que la vie au Cameroun après les études. Ces gens parfois se retrouvent à circuler où ils n'ont pas droit d'aller. Les motos sont saisies, mais 2 heures de temps après, vous revoyez ces mêmes personnes sur la même moto et qui repartent dans le même coin. C'est dû à quoi? Peut-être parfois on l'a arrêté un coup de fil, l'agent a pris peur et l'a libéré, ou bien lui-même il a eu des arguments sonnants et trébuchants pour obtenir sa moto. En vérité, il y a une sorte de tolérance administrative. C'est une responsabilité collective pour ma part, parce que nous devons être sincères. Nos comportements, nous-mêmes, en tant qu'habitants des villes, ces comportements ne sont pas acceptables. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les nouvelles infrastructures sportives, où les gens n'arrivaient pas à bien se comporter au stade, à poser les pieds, à laisser des déchets partout traîner. Et ils n'avaient pas encore l'habitude de ce type d'infrastructure. Et c'est où devrait intervenir l'éducation. Ce n'est pas que la mission des autorités administratives ou des autorités municipales, les syndicats également. On a un président de syndicat sur le plateau. Je crois que c'est aussi une mission des syndicats. Il y a plusieurs besoins dans une ville. En une ville, on a le besoin de transport, besoin de santé, besoin d'éducation, besoin de logement décent. Comment est-ce que nous-mêmes, nous nous comportons? Lorsque nous sommes surchargés, par exemple, je prends une image. Lorsque nous sommes surchargés dans un taxi, quelle est la réaction des autres passagers? Pourtant, c'est interdit de surcharger dans un taxi de ville. Mais les autres passagers vont vous dire, monsieur, avec votre jolie veste, vous n'avez qu'à acheter votre véhicule. La responsabilité est partagée. Parce que sur 100 établissements, vous allez trouver à peine 2 promoteurs qui soient promoteurs et gérants. Donc très souvent, on laisse la charge de la gérance de nos établissements aux tiers, qui ne font pas forcément ce qu'on leur demande de faire. Je suis promoteur, sans publicité, d'un établissement qu'on appelle Étoile Bar, situé à l'ICFA. Je suis en train de me produire ici chez la vous. publicité? Je suis en train de me produire ici chez vous, pendant que l'établissement est en train de fonctionner. Je ne peux pas savoir exactement ce qui est en train de se faire là-bas. Ce qu'on fait, on se limite à la sensibilisation de notre personnel. Mais c'est à vous donc, c'est à vous d'éduquer d'abord, de trouver le personnel qu'il faut pour travailler dans vos PME. Parce que vous ne devez pas, du fait d'une activité commerciale qui est rentable pour vous, par ailleurs, vous ne devez pas gêner la vie des autres. Bon, qui est rentable pour la société? D'abord pour vous, vous faites ça pour vous? Non. Pour la société. Permettez-moi de vous expliquer. Quand vous produisez votre émission là,
La plupart des personnes regardent ces émissions ou dans les bars. Quand vous achetez les droits de retransmission des matchs, on les voit où? Dans les bars. Il n'y a plus de salles de cinéma, il n'y a plus de salles de loisirs. Nous hébergeons tous ces Camerounais errants là. Donc par conséquent, on a l'obligation d'être disciplinés. Nous avons, il y a un caractère social dans l'affaire. Et je vais même aller loin. Lorsqu'on fait un débit de boisson pour un mois, le perdant, ce n'est pas le promoteur, ça donne même l'occasion de se reposer. Il y a des activités connexes autour du bar. Le gars qui vend le porc, le type à le kiosque des cigarettes, et toutes ces personnes, les employés qui sont là à l'intérieur, l'industrie brassicole qui n'arrive plus à servir. Et puis bon, c'est beaucoup de gens dans l'affaire. Professeur, à qui la faute? Alors, je ne voudrais pas désigner de coupable tout de suite. L'État camerounais prévoit des mesures d'interdiction. Et l'article 60 que vous venez de citer du Code de l'urbanisme, la loi sur l'urbanisme, prévoit justement des interdictions. Qu'il est interdit de générer du bruit. Il est interdit de générer des nuisances sonores, des nuisances olfactives. Ce sont des mesures d'interdiction. Donc ces mesures sont en amont. Mais lorsque la loi est violée, on donne tout pouvoir. Je pense qu'il y a 2 textes à ce sujet. Il y a un nouveau texte, je pense, depuis 2011, sur les nuisances sonores et olfactives. Et on donne tout pouvoir aux maires, donc aux communes, pour tout arrêter. Voyez-vous? Ensuite, il y a des mesures de précaution. Toujours dans le droit de l'urbanisme, sur la loi sur l'urbanisme, on va éviter que l'on s'installe dans des lieux où l'on génère le bruit, qui pourrait générer du bruit. Donc on prend ces mesures de précaution pour les tiers qui pourraient être victimes de ces bruits-là. Et enfin, vous avez la sanction. Vous avez des sanctions comme celles que le préfet, des sanctions administratives, celles que le préfet est en train de prendre, et on a des sanctions judiciaires qui concernent les particuliers que nous sommes, c'est-à-dire toute victime, et je voudrais dire, comme vous cherchez les responsables, je pense que nous sommes aussi des victimes consentantes. Toute victime doit pouvoir dénoncer d'abord, pénalement, l'auteur des nuisances sonores peut être sanctionné. On a des dispositions légales à cet effet. Deuxième chose, en matière civile. Je suis fidèle d'une église de réveil. Oui. Je participe au culte, etc. Vous pensez que je peux dénoncer le pasteur? Alors, peut-être pas vous. Qui fait le bruit? Non, peut-être pas vous. Mais moi qui ne suis pas des vôtres et que ce bruit gêne, je dois avoir le courage d'aller dénoncer. Donc vous avez donc cette dénonciation-là qui est nécessaire. Et puis, égoïstement aussi, on peut obtenir réparation. Banalement sur le terrain de la responsabilité délictuelle. C'est-à-dire que tout tiers qui vous cause un préjudice quelconque est tenu de le réparer. Et on est tous victimes des nuisances sonores. Donc chacun peut obtenir réparation. Que les nuisances soient diurnes ou nocturnes. Parce qu'on doit pouvoir supporter un certain bruit, accepter. La vie moderne, la vie urbaine nous invite à accepter ce bruit-là, mais je pense qu'on doit être à un certain niveau de bruit. Et enfin, vous avez la possibilité d'obtenir réparation sur le terrain de l'abus de droit. Ce n'est pas parce que vous avez le droit d'ouvrir un bar, et ce bar, on sait très bien qu'il y a du bruit, génère du bruit, mais n'allez pas au-delà de ce qui est faisable, c'est acceptable. Et, donc, vous avez l'abus de droit. Et enfin, je voudrais terminer, s'il vous plaît, et enfin, simplement, les troubles de voisinage. Notre Église qui nous gêne, on n'a pas à démontrer qu'elle a commis une faute, c'est le simple fait de subir des troubles anormaux. Un débit de boisson qui est en face d'une école publique. Voilà, c'est autant de choses. Faites attention, quand on dit qu'un débit de boisson qui est en face d'un édifice public, d'une église, d'une école, même de morale, là. Il faudrait savoir qui est arrivé avant l'autre. Président, vous savez bien que ça existe dans la ville. Ça existe, mais je vous dis bien que les bars le promoteur ne se déploie pas seul. C'est l'autorité administrative qui délivre le précieux sésame. Elle a dit quelque chose de pertinent. Elle est née à Voratanambala. Il y a une dizaine de réparateurs de groupes électrogènes et des tronçonneuses. Dans l'arrêté du préfet, personne parmi eux
n'a été interpellé, ni n'a été scellé. Peut-être qu'ils ne font pas autant Alors de que vous, que les débits de boisson. Vous jouez à la victime. Non, Si je crois vous estimez que pas ici, ceux qui posent des le nuisances président essaie de nous entraîner dans ce ne jeu-là. sont pas concernés, Président, il faut les sensibiliser. il faut également écouter. Nous sommes dans un débat. Avez-vous sensibilisé vos membres également sur le type de musique à diffuser? Donc les exploitants sont devenus des artistes. Il y a des activités hôtelières qui se développent derrière ces bars-là. C'est vous qui le dites. Vous diffusez cette musique Il y a un établissement à Obili qui a été fermé à Alors, tort. on va Parce avancer. que- Je partage avec vous une actualité forte de la semaine. Les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, MTN et Orange, il faut les citer, disposent d'un délai de 60 jours pour soumettre au gouvernement des informations à jour concernant le nombre et l'identité de leurs abonnés, selon une directive du ministre de l'administration territoriale qui était face à la presse cette semaine. Cette exigence répond à une augmentation notable de l'utilisation des cartes SIM non enregistrées par des individus malveillants pour, entre autres, commettre des extorsions de fonds et émettre des demandes de rançon, particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que dans l'extrême nord. Écoutons le ministre Paul Atangani. Nous constatons qu'il y a plus de 450 cartes SIM sans identification qui se retrouvent chez des terroristes. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'un groupe de terroristes est neutralisé ou identifié, on constate qu'ils ont au moins 27 téléphones. Alors, lorsque un groupe de terroristes peut détenir 54 SIM sans identification, vous comprenez que nous sommes tous en danger. Nous devons connaître exactement qui a acheté une seule carte SIM. Qui fait Orange Money, qui fait MTN Mobile Money. C'est important. En ce moment, on va éviter le blanchiment d'argent. On va éviter que l'argent ne tombe entre les mains des terroristes. On va décourager cette activité criminelle qui consiste à kidnapper les gens dans ces deux régions. Alors, je vous le rappelle, on se souvient qu'à l'inauguration du nouvel immeuble siège de la Direction générale des impôts, c'était le 27 novembre 2020, le Premier ministre chef du gouvernement avait indiqué qu'il est temps que notre capitale cesse de donner l'image d'un bidonville à ciel ouvert avec des constructions anarchiques, des voiries dégradées et une insalubrité en pente. Il s'était donc plaint et la solution pour lui passe par l'élaboration d'un véritable schéma directeur d'aménagement et de veiller à son application rigoureuse sur le terrain. Ça, c'était la proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Pour vous, il faut commencer par quoi? Il faut commencer par retracer complètement nos grandes villes. Parce que l'urbanisation dans nos grandes villes est dépassée. Il faut recréer les villes. Essayer de créer les routes, essayer de solutionner le problème de voirie urbaine. Parce que là, c'est la catastrophe. Il faut réorganiser complètement la vie dans les grandes villes. Près de 60% de la population camerounaise vit dans les villes. C'est énorme. Donc il faut laisser nos villes respirer. En faisant quoi? Donc il faut qu'on crée de la richesse dans les campagnes. Il faut qu'on mette des routes dans les campagnes. Il faut qu'on électrifie les campagnes. Et maintenant, pour ceux qui sont en ville, il faut bien que ceux-là puissent vivre dans un cadre serein où on ne doit pas être perturbé par des nuisances sonores, où on ne doit pas être agressé par le tout venant. Donc il faut que les autorités prennent leurs responsabilités et font respecter l'esprit et la lettre de la loi. On l'a dit tout à l'heure, mais je crois qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une loi, lorsqu'il y a des lois, il y a un cadre normatif qui est là, il y a un arsenal juridique qui est là, tout le monde l'a évoqué, et que les gens ne s'alignent pas, il faut réprimer. Mais comment réprimer? On a souvent l'impression que certaines personnes sont exemptes de la répression, ou alors certains sont évités expressément. Je crois que tout le monde doit se soumettre à la loi, premièrement. Tout le monde doit respecter la loi. Nous tous, collectivement, nous devons admettre que nous sommes d'abord tous des désordonnés urbains, pour la plupart. Et je crois que lorsqu'on l'a accepté, maintenant, par exemple, on peut repenser à des nouvelles villes. Dans d'autres pays, on a construit d'autres capitales ailleurs
Tout à côté de nous, on est parti de Lagos à Abuja. Effectivement, pour laisser que l'ancienne capitale puisse respirer et aussi pour tirer le développement vers d'autres zones du pays. Professeur, je vous amène à écouter l'une des propositions de quelqu'un que vous devez certainement connaître, Janvier Onana. Oui. Il a signé un ouvrage collectif, un ouvrage qui a été publié sous sa direction. Le titre c'est « Gouverner le désordre urbain, sortir de la tragique impuissance de la puissance publique au Cameroun ». Donc, le titre de l'ouvrage publié en 2019 aux éditions d'Harmattan. Ce titre, c'est une piste de solution. Je voudrais rendre hommage ici à mon excellent collègue, doyen, je pense, de la faculté de sciences juridiques et politiques de Ngaoundéré. Ouais. Je dois dire que ces pistes qu'il donne sont certes encore, c'est une vision générale. Concrètement, je voudrais dire que c'est un vaste chantier. Un vaste chantier parce que nous avons laissé courir chacun, nous avons laissé perdurer ce désordre, et maintenant qu'on veut faire marche arrière, qu'on souhaite faire marche arrière, ou tout au moins revenir à la norme, et vous avez raison d'évoquer les uns les autres les difficultés s'il faut retracer la ville. Évidemment, c'est de la casse humaine et de la casse matérielle, parce qu'on va détruire les lieux de vie des uns et des autres. Peut-être qu'il faudra fatalement passer par là. Et autre élément, c'est d'avoir suffisamment d'imagination pour recréer des villes où il fasse bon vivre. Nous avons grandi ici à Yaoundé, où nous jouons tous, même comme j'ai dit tantôt, que je n'étais pas fan de football, mais dans toute la ville, on avait des stades où nous pouvions nous exprimer. Il y avait des lieux de vie. Or, ici à Yaoundé, il n'y a plus de lieux de vie. On n'est pas étonné de voir des gamins de 10, 12, 15 ans aller se promener, soit dans les bars, je n'ai rien contre les bars, mais ce n'est pas un lieu pour des enfants aussi jeunes, dans des bars, dans des tripots et dans des lieux de jeux de hasard pour les jeunes gens. C'est que la ville, nous ne pensons plus notre ville pour que ce soit un lieu de vie. Thierry, tout à l'heure, a effectivement évoqué une forme de retour aux sources. Parce qu'effectivement, dans nos villages, c'est le lieu de la richesse, le lieu de la vie. Vous me direz, si nous nous déportons encore là-bas, ce sera le bruit, certes. Mais c'est de pouvoir désengorger les centres-villes, c'est de pouvoir désengorger et surtout permettre aux uns et aux autres d'avoir une vie digne. Ce n'est pas une tare d'être agriculteur, mais simplement, encore faut-il que ces jeunes que nous voulons ramener aux sources puissent avoir les moyens de se déployer. Nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse, le dimanche 14 avril. Merci, chers invités, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV et merci pour ce partage autour d'un sujet passionnant, un sujet qui nous a amené à une discussion citoyenne. Merci pour vos arguments. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver dimanche prochain. Bonne suite des programmes sur la CRTV.